tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres qui font l'actualité de ce mardi 29 janvier. Nous ferons plus ample connaissance avec Annabelle Gégeur-Sédou, directeur de la mission pour la transition énergétique. Retour sur la première conférence de l'année de la Fondation Prince-Pierre. Vous en saurez plus sur la prochaine édition du Salon du Livre organisée par les rencontres littéraires Fabien Boisson. Et enfin, notre focus info du jour est consacré aujourd'hui à l'équipe junior monégasque de danse latine qui a dernièrement été sacrée championne du monde aux États-Unis. Après sa nomination il y a quelques mois à la tête de la mission pour la transition énergétique, Annabelle Gégeur-Sédou a été officiellement présentée à la presse aujourd'hui. L'occasion pour nous également de revenir sur les missions de la MTE Éclairage avec Alexandra Pani. Les objectifs de la principauté en matière d'environnement sont maintenant bien ancrés, arriver à une neutralité carbone à l'horizon 2050. Et pour faciliter cette démarche, une mission pour la transition énergétique a été créée en 2016. Son objectif, agir avec l'ensemble des acteurs publics et privés pour soutenir et accompagner les mesures envisagées en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. En 3 ans, cette cellule rattachée au département de l'équipement a déjà lancé des projets concrets pour agir sur les 3 secteurs majoritairement émetteurs en principauté. Beaucoup de choses sont faites au niveau de la mobilité pour développer la mobilité douce, développer les voies d'accès à la principauté de Monaco. On travaille avec la France et développer toute la circulation à pied au niveau des ascenseurs, des galeries souterraines. La dernière galerie souterraine qui a été faite aux sorties de la gare, le tunnel Albert II qui a été livré il n'y a pas si longtemps. Donc on agit beaucoup au niveau de la mobilité, la création de différents parkings en principauté, au niveau de l'énergie dans les bâtiments, la réglementation thermique au niveau des bâtiments avec la mesure phare qui est l'interdiction du fioul en 2022. Et le 3e secteur, les déchets, avec renforcement du tri et la nouvelle usine de traitement des déchets qui verra le jour dans quelques années. Et depuis le mois de septembre dernier, c'est Annabelle Gégeur-Sédou qui a repris la tête de la MTE. Cette spécialiste des sujets environnementaux a été entre autres directrice du développement à la Fondation Nicolas Hulot pendant plusieurs années. Aujourd'hui en principauté, elle prend la suite de Jean-Luc Nguyen et aura pour mission d'être le relais entre le gouvernement et les sociétés ou particuliers qui souhaitent entrer dans cette transition énergétique. La MTE est d'ores et déjà à l'origine de la création du Livre blanc, du Pacte national pour la transition énergétique ou encore du cadastre solaire. Mes objectifs à court terme, c'est clairement de rendre visible l'ensemble de l'action publique et du gouvernement sur ce sujet. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à travers le pacte national, eh bien non seulement on rend visible et on indique tout ce que finalement chacun peut faire. Donc aujourd'hui on favorise l'électromobilité. Eh bien évidemment dans le pacte national, on va demander aux entreprises à ce que leurs salariés choisissent ces modes de transport, qu'ils aillent vers des flottes électriques, et on va proposer aux résidents d'abandonner sa voiture, de prendre les transports en commun, voir s'il le peut, d'acheter un véhicule électrique en utilisant les primes rendues possibles par le gouvernement. Donc voilà, effectivement, on rend visible et on incite chacun à passer à l'acte sur chacune de ces propositions. Cette transition est déjà bien amorcée. Le pacte national compte aujourd'hui plus de 600 engagés. Et pour renforcer cette dynamique, des conférences seront organisées chaque trimestre. Prochain rendez-vous le 29 mars, car c'est en agissant ensemble que ce challenge pourra être relevé. Premier rendez-vous de l'année pour la Fondation Prince-Pierre et son cycle de conférences hier soir au Théâtre des Variétés. Gilles-Éric Serralini et Jérôme Douzelet ont abordé le thème issu de leur ouvrage « Poison caché ou plaisir cuisiné ?» Dialogue entre un chef et un scientifique. Le reportage de Fabien Bonilla, d'Orazio Gagino et de Clélia Renaud. À une époque où la gastronomie tient une place essentielle dans notre société, la qualité des produits utilisés au quotidien semble ne pas être à la hauteur. Que mange-t-on réellement ? Quelle est la qualité des produits alimentaires ? Doit-on être épicurien ou méfiant lorsque l'on passe à table ? Des questions légitimes que l'on peut se poser. Et pour y répondre, 2 conférenciers étaient au Théâtre Princesse Grace lundi soir dans le cadre d'un cycle de conférences organisé par la Fondation Prince-Pierre de Monaco.
Gilles-Éric Serralini, professeur et chercheur spécialiste des OGM et des pesticides, et Jérôme Douzelet, chef cuisinier d'un restaurant dans le Gard. Alors, il y a des mauvaises nouvelles et des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est que nous avons en fait énormément plus d'apports vitaminiques et sels minéraux et de tout ce dont nous avons besoin qu'il y a 2 siècles. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que nous avons autorisé toute une série d'additifs à base de pétrole, de conservateurs, de pesticides, qui petit à petit se sont accumulés dans la chaîne alimentaire. On a 107 additifs autorisés dans le pain chimique qui viennent du pétrole. C'est vrai que tous les pesticides viennent du pétrole. On trouve des plastifiants maintenant. Il y a un continent entier dans nos océans à base de plastique. Et on trouve des plastifiants dans tous les poissons. Et ces océans, on les a pollués. Ces mers, on les a pollués. On a réduit beaucoup la biodiversité. Cela, on le voit jusque dans notre assiette. Gilles-Éric Serralini et Jérôme Douzelet ont coécrit 2 ouvrages, Le goût des pesticides dans le vin et celui qui tient de thème à cette conférence, Poison caché ou plaisir cuisiné. Ils ont établi un constat alarmant en apportant toutefois des solutions. Cuisiner soi-même, retourner derrière les fourneaux, c'est la plus jolie chose qui soit. C'est un moment de partage qui est merveilleux, qui recrée du lien au niveau familial ou au niveau amical ou au niveau sociétal. Et puis le choix des produits, aller au marché, discuter avec les producteurs, savoir pourquoi ils font ça, comment ils le font, et sentir la passion derrière. On s'est trop alimenté en faisant confiance à un système qui malheureusement n'est pas garant de notre santé. Alors que dans l'échange interindividuel, je pense qu'on peut retrouver la confiance dans les producteurs, dans leur façon de travailler. Ce dialogue entre un chef et un scientifique était la première conférence de l'année organisée par la Fondation Prince-Pierre de Monaco. Prochain rendez-vous, lundi 4 février, toujours au Théâtre des Variétés, avec pour thème cette fois Yves Saint-Laurent, une passion marocaine. Le Salon du Livre de Monaco innove. Cette année, la 8e édition se déroulera à la salle d'exposition du quai Antoine Ier pour accueillir une centaine d'auteurs monégasques, italiens, français. Pas de thématique particulière, mais un salon international. Ce matin, l'association Les Rencontres littéraires Fabien Boisson a présenté son programme qui promet d'être riche. Plus de détails avec Charlotte Moreno. Plus d'une centaine d'auteurs, une large sélection d'invités d'honneur, des débats nourris. Pour sa 8e édition, le Salon du Livre de Monaco, organisé par l'association Les Rencontres littéraires Fabien Boisson, va s'agrandir. Et c'est vrai que nous avons commencé petit. Nous avons commencé avec 30 auteurs. Nous en refusons maintenant. Nous en avons une trentaine sur liste d'attente. Pourtant, avec 800 mètres carrés, on ne peut pas demander tellement mieux à Monaco, à part le Grimaldi Forum. Mais c'est vrai que c'est une récompense pour nous de pouvoir agrandir notre salon à ce point. Nous avons 3 auteurs monégasques, 9 auteurs de Monaco, 46 auteurs des communes limitrophes, 45 de la région PACA, approximativement près, parce qu'il y en a qui viennent que le samedi, d'autres qui viennent que le dimanche. Et surtout, nous avons le grand plaisir d'accueillir 4 auteurs italiens cette année. Un salon international avec une multiplicité de thèmes et de maisons d'édition, littérature enfantine, mémoire et histoire, amour. Il y aura aussi de jeunes lycéens monégasques, véritables auteurs et des personnalités incontournables. Le rideau rouge s'ouvrira sur Christophe Barbier qui lira une partie de son livre « Le monde selon Sacha Guitry ». Le grand Patrick Poivre d'Arvor, le chroniqueur Éric Nolot, l'humoriste Stéphane Guillon et bien d'autres seront à l'honneur autour des tables rondes et sans oublier une note d'optimisme. Avec le livre de Christelle Cronier, Le pouvoir de l'optimisme, qui donnera une note totalement spéciale aussi à ce salon, car nous avons bien besoin d'optimisme. Et pour une telle programmation, il faut de l'espace. Cette année, le salon se déroulera à la salle Antoine Ier. En parallèle, le docteur Frédéric Salman animera une conférence au tunnel Riva sur le thème de son dernier livre, Vital, votre Bible santé. Rendez-vous est pris le samedi 2 et le dimanche 3 mars. Place à présent à notre grand format. Il est consacré aujourd'hui à l'équipe junior monégasque de danse latine. La jeune troupe qui évolue au sein de l'ASM Danse Sportive cumule les performances. Elle vient tout juste d'être sacrée championne du monde aux États-Unis. C'est notre Focus Info du jour. Il est signé Vanessa Dessy.
C'est une nouvelle performance que signent ces jeunes danseurs monégasques. L'équipe junior de danse sportive remporte le titre ultime aux États-Unis à Orlando, celui de champion du monde. Ils réussissent dans un premier temps les concours français de salsa, bachata et kizomba, pour ensuite accéder au sélectif européen World Latin Dance Cup. Après avoir gravi les échelons, la finale mondiale leur permet de concrétiser un rêve, un véritable sentiment de travail accompli pour ces jeunes sportifs. Ils ont représenté en groupe la bachata, auquel ils ont eu donc le titre de champion du monde. Et aussi, ils ont fait vice-champion du monde en salsa groupe. Et ils ont aussi passé toutes les qualificatives, donc sur toute la semaine. C'était un système de points. S'ils avaient les points nécessaires, ils montaient sur les étapes. J'ai pris seulement les juniors. On a aussi des enfants, mais seulement les juniors, même si les enfants ont gagné. Donc c'était une première année pour nous, une première expérience. Donc voilà, on s'est concentré vraiment sur les ados. On avait deux chorégraphies, 2 disciplines, donc la salsa et la bachata. Voilà, la bachata qui est une danse qui nous vient de République dominicaine à la base, donc avec un pas de base latéral 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis la salsa, donc qui est une danse latino-américaine avec des origines à la fois à cubaine et aussi aux États-Unis. Et donc le pas de base est 1, 2, 3, 5, 6, 7. Âgée d'à peine 11 ans, Lola vit sa passion depuis presque une dizaine d'années. La petite danseuse passe son temps libre à répéter avec sa troupe. Même si elle n'envisage pas d'en faire son métier aujourd'hui, la jeune monégasque ne cache pas son envie d'aller toujours plus loin. À l'annonce du résultat, Lola n'y croit pas vraiment, surtout qu'elle intègre l'équipe tardivement. Là, j'y croyais pas. J'espère au moins la 3e place. Moi, et après, quand ils disaient les personnes et qu'après, on a entendu en première place notre prénom, on a sauté de joie, quoi. C'était un moment émouvant. Quand elle nous a dit qu'on pouvait aller au championnat du monde, j'étais grave contente et du coup, on a foncé. Les préparations, c'était plus compliqué parce qu'il fallait faire beaucoup d'acrobatie et beaucoup d'entraînement du coup. On s'entraînait beaucoup les week-ends. Je connaissais déjà la troupe, la choré, je l'avais beaucoup vue, du coup j'avais quelques passages en tête, mais sinon c'était compliqué d'apprendre de 2 minutes de choré en 3 semaines, même pas. Anthony danse depuis 9 ans au sein de l'ASM Danse Sportive, une passion que lui transmet sa tante dès son plus jeune âge. À 15 ans, il voit son rêve se réaliser, il devient lui aussi champion du monde au prestigieux concours de danse latine. Après avoir tout donné sur scène et une attente interminable, les résultats tombent et c'est le soulagement. On ne réfléchit plus, on ne sait pas ce que ça représente, le monde c'est énorme et nous on en est champions, non mais on s'en rend pas compte. En plus nous tous ensemble, c'est juste génial en fait. De le vivre à 10 là, c'est incroyable. C'était grandiose, hein, vraiment. Avoir une scène aussi grande et aussi habillée devant des juges internationaux et aussi important en fait, de voir vraiment devant soi nous juger, c'était vraiment une très bonne expérience. Est-ce que tu aimerais en faire ton métier peut-être un jour ? Si possible, ouais. On peut vivre de la danse à très haut niveau. Je ne sais pas si vous connaissez Karen et Ricardo, qui sont 2 danseurs incroyables, 2 exemples à suivre. Donc j'aimerais bien être les prochains Karen et Ricardo. 5, 6, basic, 1. Les bras les filles et 1. Rumba sur le côté. 1. Et salsa derrière. Ce succès, les enfants le doivent aussi à leur professeur Marion Pontal-Sanchez, d'origine espagnole. La chorégraphe est dotée d'une formation classique et contemporaine. Après des études d'art du spectacle, elle poursuit à l'heure actuelle un doctorat, tout en menant une carrière internationale. Mais l'entraînement de l'équipe monégasque lui tient particulièrement à cœur. Ce sont des jeunes passionnés. Ils sont tombés dans la danse par hasard, peut-être comme une maman qui emmènerait son enfant à la danse. Et puis voilà, c'est le coup de foudre. On dessale aussi ceux qui ont un peu plus de capacité physique. Et puis du coup, on les met dans les groupes un peu élites, entre guillemets, les groupes performance. C'est aussi que ce n'est pas leur culture. Donc il faut leur transmettre la culture. Il faut les préparer physiquement et mentalement. Parce que c'est à la fois une danse artistique et aussi une danse sportive. Donc voilà, on fait un travail de préparation à la fois d'étirement, entraînement acrobatique, entraînement de guidage et on travaille aussi les expressions du visage pour la partie artistique.
La petite troupe pourrait bien se lancer en tout nouveau défi, celui de participer à une émission télé sur le concept de Danse avec les stars version junior, une belle vitrine pour la principauté. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Découvrons à présent les prévisions météo pour les prochains jours. Les larges rayons de soleil qui ont balayé la principauté ces derniers jours abandonnent leur place dès mercredi matin. Priorité aux nuages et à la pluie avec un mercure en baisse, 4 degrés le matin et 8 seulement au meilleur de la journée. Temps similaire jeudi pour le dernier jour de ce mois de janvier. Vendredi, février débute sous un ciel orageux. Seule bonne nouvelle, température légèrement en hausse le matin par rapport à la veille. Le week-end s'annonce maussade aussi, alors n'hésitez pas à rester au chaud et à faire des crêpes pour la Chandeleur. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, retrouvez la suite de nos programmes sur notre antenne. Et puis n'oubliez pas, l'information continue sur notre site internet et nos réseaux sociaux. À très bientôt sur Monaco Info.